En plus bref, à la suite de l'annonce d'une grève de 112 heures dans le secteur du transport prévue à partir du 30 mars, le ministère des Transports terrestres et aériens a convoqué une réunion avec la Fédération des transporteurs routiers du Sénégal ainsi que l'ensemble des acteurs du secteur. Ces pourparlers sont prévus ce matin à 10 heures à Diamniadio dans l'optique de trouver un terrain d'entente et d'éviter la paralysie du secteur du transport sur l'ensemble du territoire national. Et puis le conflit foncier opposant les victimes de démolition de Tivaouane à la société immobilière Cypress atterrit devant le tribunal de Rufisque. Les sinistrés accusent la société d'avoir détruit leurs habitations sans sommation, plongeant ainsi de nombreuses familles dans une grande précarité, certaines n'ayant même plus où dormir. Initialement prévu ce 24 mars, le procès a été finalement renvoyé au 14 avril. Les responsables de la Cypress n'ont pas déféré à la convocation, une attitude jugée irresponsable par la Fédération des victimes. Je vous propose d'écouter Ibrahim Khalil Dem. Ibrahim Khalil Dem est au micro de Ibrahim. Je vous propose d'écouter plutôt Gala Sila. Il est au micro d'Ibrahim Khalil Dem. La Cypress a démoli au niveau de Tivaouane Peulh environ 850 concessions, des bâtiments, des fondations, des logements. Tout ça a été réduit en cendres par une seule personne dénommée Anaba, directrice générale de la Cypress. Elle a fait ses opérations sans aucune ordonnance émanant de la justice, ni sommation interpellative. Tous les résidents qui étaient sur le site étaient entre guillemets des néo-didolés, des gorgorlous, des handicapés, des veuves, des pères de famille. Tout cela, tous ceux que je viens d'énumérer dorment à pleine lune actuellement. Ça, c'est une injustice grave. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez de la justice? Ce que nous attendons de la justice, je l'avais dit récemment à Tivaouane Peulh, on exige que la justice effectue son travail. Le travail consiste à punir sévèrement Anaba de la Cypress. Elle est coutumière des faits. Elle est coutumière des faits. C'est la 3e ou 4e fois qu'elle vient à Tivaouane Peulh pour faire ses forfaits. Parce que, dit-elle, elle avait des liens au niveau des anciens régimes. La section conjointe du SAMES et de SUTSAS à l'agence de régulation pharmaceutique ARP tire la sonnette d'alarme après des nominations jugées irrégulières. Dans un communiqué publié à Dakar, la jonction des luttes dénonce des voix contestées, évoque des manquements graves et met en garde contre des décisions pouvant fragiliser la crédibilité du système de régulation et la sécurité sanitaire des populations. Je vous propose d'écouter les précisions dans ce compte rendu d'Ibrahim Khalil Djemé. Dans un communiqué rendu public ce mercredi 25 mars 2026, la jonction exprime sa vive indignation suite à la nomination par arrêté du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de 2 directeurs à la tête des directions de l'homologation et de l'inspection. Ces décisions interviennent dans un contexte particulier marqué par la fin de fonction du directeur général sortant et l'absence de prise de service effective du nouveau directeur général, ce qui soulève de sérieuses interrogations quant à leur régularité. En effet, ces nominations ont été prises sur proposition du directeur général sortant, alors même que celui-ci n'était plus fondé à engager l'institution dans les décisions structurantes. Il est par ailleurs matériellement impossible que le nouveau directeur général en soit à l'origine, n'ayant pas encore repris fonction au-delà de ces irrégularités procédurales. La jonction dénonce des choix en totale contradiction avec les principes de bonne gouvernance et de transparence. Les personnes nommées sont pour certaines directement impliquées dans les dérives et la mauvaise gestion ayant contribué à la dégradation de l'agence. Leur reconduction à des postes de responsabilité constitue une faute grave et un signal extrêmement préoccupant pour l'avenir de l'institution. Dès lors, il est légitime de s'interroger sur les critères ayant conduit à ces nominations. La jonction tient le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique pour pleinement responsable de toute aggravation ou persistante de la crise au sein de l'ARP. Solo Media Group. L'information en temps réel.
Parlons à présent de la supposée dette cachée ou encore dette secrète qui alimente le débat depuis avant-hier. Pour l'économiste Dr Meïssa Babou, il n'existe pas de dette secrète. Selon lui, tout a été fait en toute transparence. Il explique que l'État a simplement fait recours à ces mécanismes de financement pour subvenir à ses besoins, notamment en l'absence de l'appui du Fonds monétaire international. Dr Meïssa Babou, que je vous propose d'écouter, il est au téléphone d'El-Amin Senghor. Il s'agit d'une opération swaps. Et vous savez que pour les swaps, l'opération est une opération à plusieurs séries. Je ne sais pas maintenant dans quelle série nous sommes, avec à la base un échange. Le pays qui reçoit peut effectivement octroyer un bien public, mais là aussi je ne sais pas de quel bien il s'agit. Ça peut être même des ressources naturelles. Dans tous les cas, ça a été fait d'après renseignements par l'ancien régime qui a signé le contrat ferme en 2024. Et donc, aujourd'hui, je crois que l'actuel gouvernement n'a fait que hériter quand même cette manne financière. Tout le monde sait que la levée des fonds sur le plan international n'est plus possible avec notre dégradation des notes. Le FMI qui continue d'ignorer le Sénégal jusqu'à présent ne peut pas se prévaloir quand même d'une supériorité, d'une autorité sur notre propre devenir. Il refuse systématiquement de signer. Le Sénégal n'est pas dans l'obligation d'expliquer à qui que ce soit les options d'emprunt. Dans le cas d'une diversification de sources de financement, vous savez, il y a toujours l'onction du FMI. Tant que le FMI ne porte pas sa signature, la confiance des bailleurs de fonds reste problématique. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous souhaitons absolument que le FMI nous donne quand même cette signature-là pour justement libérer les partenaires économiques et financiers qui veulent investir au Sénégal. Et cette polémique autour d'une supposée dette cachée continue de susciter réactions et prises de position alors que des révélations du Financial Times évoquent des emprunts contractés de manière confidentielle par l'État du Sénégal. Le vice-président de l'Assemblée nationale, honorable député Ismaël Diallo, refute catégoriquement toute opacité. Selon lui, ces financements ont été régulièrement présentés devant les députés et clairement expliqués par le ministre des Finances. L'élu dénonce ce qu'il considère comme des tentative de déstabilisation visant à ternir l'image du pays. Joint au téléphone par Djibril Niane, il livre sa lecture de la situation. Je vous propose d'écouter Ismaël Diallo, vice-président de l'Assemblée nationale. Par rapport à cette accusation, il s'agit toujours ces mêmes personnes qui disaient qu'il ne peut pas y avoir de dette cachée, qui reviennent utiliser cette même terminologie pour accuser l'État du Sénégal qui est en train de faire d'excellents efforts pour vraiment trouver d'autres moyens de financement, utiliser d'autres instruments modernes, à savoir les total return swaps. Et pourtant, eux, ce sont des députés. Et pourtant, à l'Assemblée nationale, le ministre des Finances est revenu largement sur ces instruments modernes-là. Les total return swaps ne peut pas être une dette cachée ni une fraude. Moi, je pense que c'est un instrument légal, utilisé, et beaucoup plus bénéfique d'ailleurs, parce que aujourd'hui, on peut avoir un financement de 7,1%, bien au-dessous des 11 et 12% des eurobonds de 2018. Ce sont des opérations réalisées dans le respect strict des lois de finances. Et les informations ont été bien partagées avec le FMI. Et vraiment, ces instruments sont connus des acteurs du marché. Donc, je ne vois pas à quoi cette agitation est de nom. C'est un faux débat. Il faudra que vraiment qu'on puisse passer à autre chose et accompagner ce régime qui est en train de prouver qu'il peut se financer autrement, prouve qu'il peut réduire le coût de sa dette, prouve également qu'il peut garder sa souveraineté. Donc il faudra vraiment, en tout cas, ils peuvent compter vraiment sur la majorité et que nous allons les accompagner vraiment à redresser le Sénégal. Alors, dette cachée ou simple montage financier légal, le Sénégal fait face à de nouvelles interrogations après les révélations de Financial Times évoquant un emprunt confidentiel de près de 650 millions d'euros contracté en 2025 pour prévenir un défaut de paiement, une information qui intervient dans un contexte déjà marqué par la découverte de dettes non déclarées héritées du précédent régime et alors que Dakar négocie un nouveau programme avec le Fonds monétaire international. Face donc aux soupçons, le gouvernement sénégalais apporte une mise au point ferme et assure que toutes les opérations de financement de l'État ont été conduites dans la transparence et dans le strict respect du cadre légal, nous dit Djibril Niane.
Dette cachée ou stratégie financière assumée. Le Sénégal répond aux révélations du Financial Times. Le Sénégal se retrouve au cœur d'une nouvelle controverse financière après des révélations du journal britannique Financial Times, affirmant que l'État aurait contracté en toute discrétion près de 650 millions de francs CFA d'emprunt en 2025 pour éviter un défaut de paiement. Selon le quotidien économique, ces financements auraient été obtenus auprès de l'African Finance Corporation et de First Abu Dhabi Bank à travers des mécanismes financiers complexes appelés Total Return Swaps, des instruments souvent utilisés par des pays confrontés à de fortes tensions budgétaires et susceptibles d'accorder une priorité de remboursement à certains créanciers. Ces révélations interviennent dans un contexte déjà sensible après la confirmation par un audit public de l'existence d'au moins 7 milliards de dollars de dettes non déclarées héritées du précédent régime portant l'endettement global du pays à plus de 130% du PIB. Mais face aux interrogations, le gouvernement sénégalais rejette toute idée de dette secrète. Dans une mise au point officielle, les autorités assurent que l'ensemble des opérations financières de l'État respectent strictement le cadre légal défini par la stratégie de gestion de la dette à moyen terme. Le ministre des Finances insiste. Les ressources évoquées révèlent des émissions publiques de titres sur le marché régional réalisées selon des procédures transparentes et régulièrement publiées. Dakar affirme également que la participation d'investisseurs étrangers suit des mécanismes de change classiques et que ces financements sont pleinement intégrés au plan budgétaire voté par les lois de finances. Autrement dit, pour les autorités, il ne s'agit ni d'une dette cachée ni d'un emprunt clandestin, mais une diversification assumée des instruments de financement dans un contexte économique international particulièrement contraint, alors même que le Sénégal négocie un nouveau programme de soutien avec le Fonds monétaire international. Et puis, Djibril Niane, nous allons à Saint-Louis, où l'Agence nationale des affaires maritimes ANAM a organisé un atelier de mobilisation des parties prenantes autour de la brèche de Saint-Louis, marqué par la signature d'une convention multipartie pour un projet intégré comprenant la stabilisation de la brèche, la construction d'un port de pêche moderne et d'un centre de formation des métiers de l'économie bleue. Bekay Diop est le directeur général de l'Agence nationale des affaires maritimes. Il est au micro de Pape Khalidouba. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici à Saint-Louis pour discuter, mais avant tout signer un protocole d'accord entre donc l'ADM. Nos excuses, nous allons certainement y revenir dans nos prochaines éditions. Cet élément d'ailleurs met un terme à la première partie de cette édition. La seconde partie, c'est la page internationale, le sport et la revue de la presse. Nous démarrons la page internationale, cette fois-ci par la Guinée. Guinée après qui? Alors en Guinée, l'administration pénitentiaire vient d'annoncer le décès de l'ancien aide de camp du capitaine Moussa Dadis Camara, le médecin commandant Aboubakar Diakité dit Toumba la nuit du mardi 24 au mercredi 25 mars alors qu'il purgeait une peine de 10 ans d'emprisonnement pour crimes contre l'humanité liés au massacre du 28 septembre 2009 dans un stade de Conakry. La guerre au Moyen-Orient. Au 27e jour de la guerre au Moyen-Orient, les attaques se poursuivent dans toute la région. Ce jeudi 26 mars, l'armée israélienne a indiqué répondre à des attaques de missiles iraniens tirés en direction d'Israël. Les Émirats arabes unis essuient des attaques de drones et missiles également vers l'Iran. Et les États-Unis ont fait passer à l'Iran un plan en 15 points pour tenter de mettre fin au conflit. L'Iran n'a pas l'intention. Solo Média. L'actualité sportive. Le matin sur le sport, le matin sur Solo Média. C'est l'affaire de l'Amine Senghor. Bonjour. Merci. Bonjour à vous, Fatou Ndiaye. Bonjour à toutes et à tous. En sport, comme je l'ai dit, le Sénégal a officiellement saisi le TAS pour attaquer la décision de la Confédération africaine de football. Vous l'avez dit, le tribunal arbitral du sport a annoncé avoir officiellement enregistré donc hier mercredi 25 mars un appel interjeté par la Fédération sénégalaise de football contre la Confédération africaine de football et la Fédération royale marocaine de football. Ce mercredi donc, le TAS, le tribunal arbitral du sport, a confirmé dans un communiqué avoir reçu officiellement cette saisine de la Fédération sénégalaise de football, marquant le début de la procédure dans cette affaire qui secoue le football africain depuis une semaine, le football même mondial, peut-on dire. La Fédération sénégalaise de football demande au tribunal arbitral de sport d'annuler cette décision et de la déclarer vainqueur de cette 35e édition de la CAN.
Selon le communiqué, une formation arbitrale du TAS sera prochainement nommée pour statuer sur cette affaire, après quoi un calendrier de procédure sera établi. Je rappelle que donc ce matin, à 10h, le collectif d'avocats de la Fédération sénégalaise de football va donc se prononcer à ce sujet, notamment donc lié à cette attaque et quelles sont exactement donc les procédures qui sont donc à leur faveur pour aller donc attaquer cette décision de la Confédération africaine de football. Info donc à suivre dans nos prochaines éditions. Eh bien, sachez que la Ligue 1 sénégalaise, je l'ai disais hier, avec surtout donc les matchs, notamment de la 20e journée du championnat qui sont donc joués hier. Sachez que Walidan a fait match nul face à Casa Sport, 1 but partout, là où l'AS Pikine s'est incliné face à Teungueth FC sous le score de 2-1. 0 but partout entre Cambérène et AGEL de Rufisque. AGEL qui n'a pas pu donc creuser davantage l'écart avec donc son dauphin, l'équipe de l'US Gorée, qui parallèlement donc l'US Gorée a aussi fait match nul contre l'équipe de Génération Foot, 0 but partout. Jaraaf de Médina a pris le dessus sur Stade de Mbour, 2-0. Le score qui a départagé entre Linguère et Dakar Sacré-Cœur est un score de parité, 2 buts partout. L'US Ouakam a pris le dessus sur l'équipe de HLM de Dakar sur le score d'un but à 0, comme pour dire, au classement à l'issue donc de cette 20e journée. Sachez que l'AGEL de Rufisque reste toujours à la tête du championnat avec 7 points d'écart sur son défend. L'équipe de l'US Gorée Teungueth FC remonte à la 3e position avec 32 points donc au compteur d'affichage pour l'instant. Cambérène et Sonacos, notamment donc HLM, sont les clubs relégables. En Ligue 2 sénégalaise, pour les résultats des matchs d'hier, des affiches qui se sont jouées sous peu, puisque l'équipe du Dakar Université Club a fait match nul face à Guelwaar, match nul donc 2 buts partout. Thiès FC s'est incliné face à NGB Niaritali, là où l'équipe de l'AS Saloum a pris le dessus sur Ndiambour, 2-0. Et Samaï FC également donc a gagné UCST Port 1-0. Au tableau de classement, sachez que Esamaï revient à la tête du championnat avec 1 point d'écart sur l'équipe de l'AS Saloum qui est à la 2e position. Djambar et l'AS Douane se retrouvent à la 3e et 4e position avec égalité de points en attendant donc la suite de la compétition. Eh bien, c'est ce qui met à terme à cette page d'actualité sportive. Fatou Abdoulaye. Merci beaucoup, Alamine Senghor. Nous restons avec vous pour le dernier.